ce nom qui s'appelle scientifiction, nom inventé par Hugo Gernsback, qui est un luxembourgeois émigré aux États-Unis et qui a importé cette littérature qui ne s'appelait pas science-fiction encore, mais qui a importé cette littérature aux États-Unis. Et cette scientifiction, il le voit sur ce blason qui a été imaginé par un illustrateur de l'époque qui s'appelle Frank Paul, qui est une écriture, on voit un stylo qui est mu par des rouages, de la mécanique, entre les faits et la théorie, c'est-à-dire entre le réel et l'imaginaire, entre l'hypothèse et les observations. Et il y a tout un support, on voit un support mécanique en rouge, là, il y a de la machine, il y a de la ferraille, il y a des boulons, enfin on sent que c'est de la tech, et qui bouge tout ça pour créer la science-fiction avec un arrière-plan étoilé, spatial. On voit Saturne, on voit un croissant de lune. Un croissant d'une planète lointaine, éventuellement éclairée par son étoile. Bref, on est dans la technique et jusque sur Terre et éventuellement dans l'espace. Au milieu, on voit une image d'un texte qui vient de Murray Leinster, où on voit une station solaire orbitale qui capte la lumière du soleil, la convertit en un faisceau de quelque chose qui va frapper la Terre pour fournir de l'énergie à la Terre. Et quand on voit ce qui se passe maintenant, certains proposent de faire des stations solaires orbitales. On voit que l'idée n'est pas neuve, mais il y a l'idée là encore de se nourrir à l'énergie du soleil depuis l'espace. Murray Leinster, 1931, on n'a pas mis un pied dans l'espace à cette époque. Et puis à droite, une couverture d'une revue de science-fiction, Analog Science Fact, qui est une revue très connue de science-fiction, et où on voit un vaisseau interstellaire qui est le projet Daedalus, c'est la représentation du projet Daedalus, qui était un projet qui a été imaginé dans les années 70 pour faire des vaisseaux interstellaires. Donc la science-fiction, c'est comme dans l'imaginaire du saut technologique, de repousser les limites de la technique. On peut le voir aussi dans des images plus récentes. Je prends ici Manchu, un Philippe Boucher, de son nom réel, un auteur, un illustrateur français de space art extrêmement connu à l'international. Voilà, quand on voit ça, on sent que ça rigole pas. On est un peu au-delà de ce qu'on sait faire actuellement. Et donc c'est pour ça que finalement la science-fiction est intéressante parce qu'elle va permettre d'interroger ses limites techniques et la faisabilité finalement des choses qui sont proposées dans la science-fiction, souvent outrées, souvent exagérées et souvent, disons-le franchement, impossibles. Enfin, en tout cas, pas facile à faire en pratique. Mais on va le voir, ça va nous permettre d'interroger pour les scientifiques de notre temps de ce que sont, à leur avis, les limites du possible. Alors pour ça, je vais examiner selon deux voies qui vont être la voie de l'énergie et la voie de la matière, puisque en physique, ce sont deux quantités, deux éléments extrêmement importants. L'énergie, ça quantifie la capacité à transformer la matière, et la matière, c'est un truc utile. Alors des fois, on la transforme, la matière, pour faire de l'énergie. On brûle du pétrole pour faire de la chaleur, par exemple, et éventuellement d'autres choses, du mouvement ou de l'électricité. Et puis, on utilise la matière pour la matière. On prend des morceaux de bois qu'on peut aussi brûler pour faire de la chaleur, mais on peut aussi en faire des chaises. Donc, on peut transformer la matière pour la matière. Et je vais examiner un certain nombre de points dans la science-fiction, incrémentalement plus énormes, qui vont nous permettre peut-être de mesurer ce qu'on appellerait l'écart au possible. Et on va tenter, j'esquisserai à la fin une classification des impossibles plutôt qu'une version binaire, c'est possible, c'est pas possible, d'essayer d'avoir une sorte de graduation entre l'impossible et le possible. Alors d'abord, la première chose que dans la science-fiction s'est rendu compte, c'est que produire une énergie considérable, c'est bien utile, parce que ça permet de faire des grandes choses. Alors en général, dans la science-fiction fut ce temps, là, The Crack of Doom de Robert Cromie, ça c'est une œuvre plutôt ancienne. On la trouve déjà sur Internet librement, sur le projet Gutenberg. Où en général beaucoup d'énergie, ça permet de faire des grosses explosions. La science-fiction, ça reste quand même très marqué par l'idée que petit problème, petite bombe, gros problème, grosse bombe. Je caricature un peu, mais à peine, à un certain temps. Et puis la science-fiction cinématographique américaine nous montre quand même que c'est souvent une réponse au problème. Et bien là, on a encore une fois des sortes de savants fous qui font des trucs pas possibles, mais qui inventent un dispositif qui permet de faire des conversions énergétiques de manière spectaculaire. Là, c'est en anglais, a grain of matter. Le grain, c'est une unité de masse impériale, ça pèse, c'est quelque chose comme une quarantaine de milligrammes, une soixantaine de milligrammes, qui contient suffisamment d'énergie. Si elle est éthérisée, alors évidemment, là, on est dans science-fiction, donc on peut inventer des procédés qui n'existent pas. L'éthérisation, à une époque, on imaginait que l'éther était la substance supposée indispensable à la propagation de la lumière. Ensuite, post-relativité restreinte, on a compris que l'éther, ça n'existait pas, c'était pas indispensable, c'est non seulement pas indispensable, mais qu'on pouvait complètement s'en passer, et que la lumière pouvait se propager sans
support matériel, dans le vide complet, mais dans la matière bien entendu aussi, eh bien si on éthérise un grain de matière, une grain de matière, eh bien on peut soulever 100 000 tonnes de 2 miles de hauteur. Alors ça, évidemment, avec un physicien, on peut faire des petits calculs avec ça. Soulever 100 000 tonnes de 2 miles de hauteur, c'est une énergie qui correspond à 3 terajoules. Et 3 terajoules, c'est beaucoup. 3000 milliards de joules, c'est beaucoup. Et dans un grain de matière, dans quelques dizaines de milligrammes, ça fait une densité d'énergie. C'est-à-dire, ça va être un critère assez intéressant. Combien d'énergie par kilogramme de matière? Et puis, combien d'énergie par kilogramme? On peut le ramener en ce qu'on appelle MC2, l'énergie de masse de la matière. E égale MC2, c'est sans doute la seule formule que tout le monde connaît absolument, sans peut-être toujours comprendre ce qu'elle signifie, mais en tout cas la connaît. Eh bien, l'énergie contenue dans un kilogramme de matière, c'est 9-10 puissance 16 joules. Et donc là, on a beaucoup. La densité énergétique de ce que nous propose Chromie, c'est la moitié de MC2. La moitié de l'énergie de masse de cette matière éthérisée par ce procédé d'éthérisation, quoi que ça veuille dire, eh bien, ça, c'est, on va le voir, particulièrement spectaculaire. En tout cas, très rapidement, la science-fiction a compris quand même que pour faire des grandes choses, il fallait beaucoup d'énergie, et précisément parce que finalement, en physique, l'énergie, c'est la capacité à transformer la matière. Alors, on va pouvoir traiter aussi cette question-là dans un certain nombre de situations, ça va peut-être intéresser les plus jeunes gens, et de se demander, voilà, dans une scène comme celle-ci, quelle est l'énergie d'un certain nombre de choses que l'on voit dans la science-fiction. Par exemple, l'énergie d'un sabre laser. Quand on regarde cette scène, quand on voit la scène où le sabre laser est plongé dans la porte blindée qui est ici, et qui inquiète un peu les deux personnages qui sont derrière, il plonge dans cette porte blindée, et ça fait fondre la porte blindée. Alors la porte blindée, c'est du métal en fait, elle n'a pas besoin d'être blindée, elle est métallique tout simplement. Alors je vous fais grâce des détails, mais si on discute de cette scène-là, en se demandant quelle énergie il a fallu pour faire fondre ce morceau de métal qu'est la porte, il faut faire un certain nombre d'hypothèses, éduquées, enfin plausibles. Cette porte, si on fait l'hypothèse que ce monde est un monde réel, c'est pas du tout un monde de fiction, c'est un monde réel, donc c'est une porte en un métal qui existe, c'est pas un métal indestructible comme la science-fiction aime bien en montrer, on viendra à ça quand on parlera de la matière. Ben, si c'est de l'acier, parce qu'en général on fait des portes blindées en acier, eh bien, en comparant les dimensions de la partie qui fond au personnage, qui ressemble à un humain, donc on peut estimer sa taille, on en déduit les dimensions du volume qui est fondu, et donc son volume, 3/4 de mètre cube. Si c'est de l'acier, ça pèse 6 tonnes. 6 tonnes d'acier à les faire fondre, on sait calculer en physique combien ça coûte d'énergie, beaucoup d'énergie, et ça se calcule, c'est à peu près 10 milliards de joules. Il a fallu que ce sabre laser dépense 10 milliards de joules, qui est l'unité d'énergie. Un joule, pour vous dire ce que c'est soulever une pomme de 1 mètre. Pour une pomme, le soulever de 1 mètre, 1 joule. Là, il a fallu 10 milliards de joules en quelques secondes. Donc la puissance, c'est-à-dire l'énergie divisée par la durée, eh bien c'est quelque chose comme 1 milliard de watts. Donc quelque chose comme la puissance produite par un réacteur nucléaire. Donc le sabre laser qui tient dans ça, c'est ça un sabre laser. C'est la taille du micro. Le manche du sabre laser, c'est produit 1 milliard de watts. Bon, alors il y a des arguments plus simples pour dire que le sabre laser, ça ne va pas être facile à faire, mais celui-ci en est un qui est un peu sophistiqué. Il a fallu 10 milliards de joules dans quelque chose qui n'est pas très gros. Et donc la densité énergétique est énorme. Un sabre laser, ça peut être 500 grammes. Donc vous voyez, 10 milliards de joules dans 500 grammes, ça fait 20 milliards de joules par kilo. Donc c'est déjà pas mal, on va reclassifier tout ça. Deuxième situation aussi intéressante, le cas des vaisseaux interstellaires, on l'a vu... On l'a vu déjà, on a déjà évoqué ça, mais voilà, le Venture Star dans Avatar. Voilà le Venture Star, on le voit en grand détail, il y a une partie rayonnante qui est ici. On voit un long vaisseau qui semble assez long, avec une partie qui tourne pour créer une gravité artificielle par force centrifuge pour les personnages, les voyageurs qui sont dedans. Une espèce de miroir qui sert à rien, mais qui permet de voir la planète, enfin à part voir la planète dans le dos de la caméra. Là, le vaisseau qui s'appelle de Pandora. Enfin, ça ne sert à rien comme miroir, mais ça sert à quelque chose dans la fonctionnalité du vaisseau. Le vaisseau s'approche de Pandora. Là, ici, on le voit en orbite autour de Pandora. On le voit globalement en orbite autour de Pandora. Et donc, ce vaisseau, on nous donne ses performances. Il a mis 5 ans, 9 mois et 22 jours. C'est dit dans le film, c'est pas moi qui invente. 5 ans, 9 mois et 22 jours pour atteindre Alpha du Centaure. Parce que Pandora est un satellite d'une planète qui s'appelle Polyphème, qui est en orbite autour d'une des 2 étoiles d'Alpha du Centaure, une étoile binaire, qui est à 4,37 années-lumière de la Terre.
Alors, cette image-là, je peux en faire une conférence de 2 heures, donc je ne vais pas la commenter en détail. Vraiment 2 heures, c'est pas une plaisanterie, avec un niveau technique un peu élevé si je dois durer 2 heures. Donc ça concernerait des gens qui savent un peu de relativité restreinte et de technique. Mais voilà, on voit ici sans doute les réservoirs, là des radiateurs pour rayonner. Rayonner, c'est la seule façon d'évacuer l'énergie dans un système où on est dans le vide, hein, c'est le rayonnement. Ils sont beaucoup trop petits, on pourrait les chiffrer, ils sont beaucoup trop petits. C'est éjecté par là, le vaisseau va dans ce sens-là. Vous voyez qu'il y a tout un tas de choses que l'on peut dire sur ce vaisseau. On peut se demander que contiennent ces réservoirs. Évidemment, je vous le dis, c'est de l'antimatière. J'ai des arguments pour ça, hein. C'est les 2 heures de conférence. Il y a des arguments pour ça. Et ce vaisseau, on peut essayer de chiffrer l'énergie dont il a besoin pour faire ce voyage en 5 ans, 9 mois et 22 jours, et pour aller à 4,37 années-lumière. Alors, on peut analyser tout ça avec un certain détail, donc ce qui semble d'ailleurs indiquer que quelqu'un a pensé à ce vaisseau. C'est pas un illustrateur 3D qui a random inventé un vaisseau comme ça. Ce vaisseau est pensé, manifestement pensé. Eh bien, on peut estimer que l'énergie nécessaire pour faire ce voyage correspond à 130 000 ans de consommation d'énergie humaine actuelle. Juste le voyage aller, c'est 130 000 fois la consommation d'énergie de l'humanité entière en 2024. Qui est de 600 hexajoules, 600 milliards de joules. Il en faut 130 000 fois ça. Bon. Donc vous voyez, à la fois ce vaisseau, on peut le penser, moi je peux le détailler. Quand il est là, il y a des tas de choses à dire techniques qui montrent que cette conception de vaisseau est pertinente à défaut d'être réaliste. Il y a des éléments qui seraient améliorés, mais ce vaisseau est très bien conçu malgré tout. Eh bien, on sent bien que ça ne va pas être facile à faire pour d'autres raisons que qu'est-ce qu'il y a dans les réservoirs, qui est une question intéressante, mais c'est un détail insignifiant en fait. Il faut 130 000 ans d'énergie humaine actuelle. Voilà. Donc on se dit, et comme au contraire de certains prétendent que l'argent magique n'existe pas, si, ça existe, ça s'appelle le crédit, c'est une ligne créée dans un compte en banque. L'énergie magique, ça n'existe pas. Si vous avez et qu'il faut payer 130 000 en énergie, ben vous ne le faites pas, tout simplement. Vous ne le faites pas, même si vous pouvez penser la chose. Alors un autre incrément dans l'énormité des choses, l'étoile de la mort de Star Wars, on revient à Star Wars, c'est quand même Star Wars. Alors voilà les méchants qui sont en train d'activer tout le dispositif qui va tirer ce fameux turbo laser vers la planète Alderaan pour la détruire. Il y a 2 gars qui sont près du tunnel, ils se planquent un peu, ils ont raison. Boum, et voilà, la planète est détruite très vite. Donc là, on a littéralement bousillé une planète. Combien d'énergie ça coûte pour détruire une planète? Beaucoup. Et pour la détruire telle qu'on la voit détruite, c'est-à-dire non seulement elle est détruite, mais en plus elle explose à une vitesse très considérable. Alors les dingues comme moi, ils regardent image par image et essaient de se faire une idée de la vitesse d'expansion de la poussière, de la nuage de poussière qu'est devenue la planète. Bon, ça ressemble plus à une explosion pyrotechnique cinématographique, là. Mais disons, qu'est-ce que ça ferait de détruire une planète à cette échelle-là? La vitesse d'expansion, on peut l'estimer à 10 000 km par seconde, hein, donc ça va extrêmement vite, c'est vraiment énorme. L'énergie nécessaire, 6 puissance 37 joules, ça vous dit pas grand-chose. Dit en autrement, c'est 5000 années de l'intégralité du rayonnement solaire. Là, on n'est pas dans des milliers d'années de l'humanité, on est dans des milliers d'années du Soleil entier. Le Soleil, c'est beaucoup, hein. Le Soleil, en 1/1000e de seconde, il rayonne autant que l'humanité consomme en une année entière. 1/1000e de seconde du Soleil entier, c'est une année entière de l'humanité. Voilà, c'est pour vous dire l'échelle. La Terre reçoit en 1 heure du Soleil, en 1 heure, elle reçoit du Soleil une énergie qui correspond à celle de l'humanité entière en 1 année. Donc le Soleil, c'est beaucoup. Et là, c'est 5000 ans de Soleil. Il a fallu l'énergie correspondant à 5000 ans de Soleil concentrée dans ce faisceau projeté en une fraction de seconde. Donc je ne dis pas la puissance, hein, ça rigole pas les watts, là c'est beaucoup de watts. Donc là, on est encore dans l'énormité énorme. C'est encore plus énorme que précédemment. Alors, si on ramène toutes ces densités énergétiques, j'ai fait à chaque fois des estimations dont je vous fais grâce des masses de ces objets qui sont mis en scène, à la fois du Venture Star, de l'étoile de la mort, mais aussi du sabre laser. Alors, regardez, on peut regarder le dihydrogène, par exemple, qui est assez efficace. La combustion d'hydrogène, c'est 123 mégajoules par kilo, 123 millions de joules par kilo. Et puis, le sabre laser, c'est à peu près 10 000 mégajoules par kilo, 100 fois plus.
Dans 1 kilo de sabre laser, ça produit 100 fois plus que par l'hydrogène. L'uranium, la fusion, voilà, c'est un peu plus, c'est des réactions nucléaires que nous maîtrisons, enfin nous maîtrisons pour l'uranium 235, la fusion, nous la maîtrisons, mais pas de façon maîtrisée, nous savons la faire, ça s'appelle une arme nucléaire, à thermonucléaire même, mais nous ne savons pas la maîtriser encore pour faire des réactions de fusion à but de production d'énergie. Le Venture Star, il est encore au-dessus. Le mélange matière-antimatière, qui est le truc ultime, vous mélangez 1 gramme de matière ou 1 kilo de matière avec 1 kilo d'antimatière, ça fait intégralement converti en énergie, 9-10 puissance 10 mégajoules par kilo, et l'étoile de la mort, même en faisant des efforts pour tirer vers le bas sa valeur, elle est, disons, 10 fois au-dessus du mélange matière-antimatière. Donc l'étoile de la mort, elle est en dehors de la physique. Elle a, semble-t-il, une capacité énergétique, elle est capable de stocker dans son volume une quantité d'énergie qui est plus que, par kilogramme d'étoile de la mort, plus que le mélange matière-antimatière. On peut ici graduer en échelle de C au carré. Le mélange matière-antimatière, c'est E sur M, C au carré, à 33% de C au carré pour le Venture Star, 1 milliardième de C au carré pour la chimie. La chimie, ça produit beaucoup d'énergie. Quand il y a une explosion, une combustion, on peut difficilement sous-estimer comme les conséquences, hein, surtout si on est à côté. Mais il faut réaliser que l'énergie nucléaire, c'est typiquement 1 million de fois plus d'énergie par kilogramme que la chimie, que la combustion. Et là, on est à des échelles encore bien plus stratosphériques, avec l'étoile de la mort qui est complètement en dehors des clous de ce point de vue-là. Hors physique. Alors, on a dit de l'énergie, mais il faut aussi de la matière. Alors là, c'est une vue d'artiste qui remonte un ascenseur spatial. L'idée qu'on pourrait tendre un câble du sol à l'orbite, enfin pas l'orbite, mais même très au-delà de l'orbite, un câble qui, pour qu'il soit à l'équilibre entre son poids et la force centrifuge, puisqu'il est lié à la Terre, il fait un tour en 23h56 minutes. Donc ce câble est à l'équilibre entre deux forces, la force centrifuge et son poids. Il faudrait qu'il fasse 144 000 km de long, et on peut se demander en quelle matière il doit être fait pour résister aux contraintes gigantesques qui vont lui être imposées. Alors ce câble, il a été proposé par un ingénieur soviétique en russe en 1959, et il se trouve qu'il est passé par le biais de la science-fiction dans l'oreille des physiciens ou des scientifiques ou des ingénieurs plutôt américains, notamment Jérôme Pearson dans les années 70, et que c'est passé par Arthur Clarke et Charles Sheffield, notamment Arthur Clarke. Arthur Clarke, c'est un grand auteur de science-fiction, Charles Sheffield aussi. Arthur Clarke est très connu parce que c'est lui qui a écrit La Sentinelle, qui a donné ensuite 2001 l'Odyssée de l'espace. Le film 2001, l'Odyssée de l'espace. Et donc il faut de la matière pour faire ça. Et voilà ce que nous propose Clarke, le monofilament. Il invente un matériau qui n'existe pas en son temps, qu'il appelle le monofilament. 200 ans de physique de la matière de l'état solide pour en arriver là. Une sorte de cristal continu de diamant pseudo-unidimensionnel. Et ça, c'est assez intéressant parce que la matière qui serait capable de faire ce câble maintenant, c'est les nanotubes de carbone. Le diamant, c'est du carbone. Le graphite de vos mines de crayons, dit crayon à papier, c'est du carbone. La seule différence entre les deux, c'est l'arrangement cristallin. Et c'est la différence de coût. Le diamant, ne vous a pas échappé que c'est plus cher que les mines de crayons. Et c'est uniquement parce que l'arrangement cristallin n'est pas le même. Il n'y a que ça, finalement. Donc si vous êtes capable de réarranger des graphites en diamant, si vous savez le faire, vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent. C'est pas facile. Mais ça se fait, ça s'appelle les diamants artificiels. Et là, il invente une sorte de diamant extrêmement long pour faire ce câble de 144 000 km. Nous, le seul détail, on possède ça s'appelle les nanotubes de carbone. Nano, parce que c'est l'échelle du milliardième, c'est du carbone enroulé sous forme de petits cylindres. Et on sait en fabriquer, mais on ne sait fabriquer que sur quelques centimètres, une dizaine de centimètres de long. On ne sait pas encore faire 144 000 km de long, et sans défaut, sans aucun défaut. Donc on a quelque chose comme le début de la matière dont il serait nécessaire pour faire ça. Bon, il y a plein d'autres problèmes techniques qui se poseraient sur la fabrication d'un authentique ascenseur spatial, parce que si on dispose de ça, alors ça change complètement notre accès à l'espace. Là, au lieu d'envoyer quelques tonnes ou quelques dizaines de tonnes tous les mois, là on peut envoyer quelques dizaines de tonnes toutes les heures, littéralement, ou tous les quarts d'heure. Donc ça change complètement notre accès à l'espace. Donc certains rêvent de ça, mais on n'a pas la matière, enfin plutôt on l'a mais on ne l'a pas. On l'a, mais pas à la bonne longueur, pas comme on aimerait l'avoir s'il fallait, en pratique, essayer de réaliser ce type d'artefact. Alors voilà un autre objet, toujours de Pandora, de Avatar plutôt, sur Pandora, qui est la raison pour laquelle les humains arrivent sur Pandora pour glorieusement écraser les écosystèmes et les peuples locaux. Eh bien, c'est pour récupérer ce truc qui s'appelle l'unobtainium. Son nom indique que c'est un métal inventé, bien sûr, unobtain, ne pas obtenir en anglais, on n'obtient pas, on n'existe pas. Mais ce métal, il semble flotter tout seul, ce minerai semble flotter tout seul au-dessus du support, avec une petite lumière bleutée pour faire joli. Il semble flotter tout seul au-dessus du support
sans contact avec le support. Alors là, c'est quelque chose qui est assez étonnant, mais qui existe vraiment, on sait le faire. Hein. Alors on sait le faire dans l'autre sens. Hein. Le contenu du support, sans doute des aimants, le nobthénium qui serait un supraconducteur, et là, dans les petites images que j'ai insérées, c'est l'inverse, la partie noire, c'est l'aimant, et le supraconducteur, il est en dessous, parce que les supraconducteurs que nous savons faire actuellement sont les supraconducteurs qui fonctionnent à des températures extrêmement basses, typiquement celle de l'azote liquide, 77 Kelvin, donc moins 196 degrés Celsius, et donc il est plongé, le supraconducteur, c'est le petit disque noir que l'on voit dans le brouillard, qui consiste essentiellement à la vapeur d'eau condensée de l'atmosphère, parce qu'il y a dedans, il y a de l'azote liquide, dans le récipient, il y a de l'azote liquide, dans lequel est plongé et immergé le supraconducteur. À la température donc de l'azote liquide, il devient supraconducteur. Et si on approche un aimant, ça engendre des courants par induction dans le supraconducteur, des courants qui ne s'éteignent pas, si j'ose dire. Il y a des subtilités quantiques sur lesquelles je passe, mais essentiellement, cet aimant va léviter, donc va rester en suspension au-dessus du supraconducteur à cause du champ magnétique créé par les courants induits dans le supraconducteur. Et donc ce que l'on voit dans Avatar, c'est la même situation mais à l'envers. Le support, ce sont les aimants. Le nobthénium, il est au-dessus en lévitation et il n'y a pas de refroidissement parce que c'est un supraconducteur à température ambiante. C'est ça que ça semble vouloir dire. Le nobthénium est un supraconducteur à température ambiante. C'est un peu le Graal de la physique des matériaux. C'est qu'il a la capacité à fabriquer un supraconducteur à température ambiante qui révolutionnerait le transport de l'électricité, puisque toute l'électricité transportée actuellement, elle est transportée dans des câbles très bons conducteurs, en cuivre ou en aluminium, mais avec des pertes énergétiques qui sont liées à l'effet Joule, à la dissipation, à la résistance du matériau. Dans un supraconducteur, la résistance électrique est strictement nulle. Le zéro mathématique, pas 0,00001, le zéro strictement zéro, et on obtient des matériaux dans lesquels on peut transporter du courant électrique sans aucune perte. Pour vous donner une idée, dans le réseau électrique français, les pertes sont de 5 à 6%. On peut dire que ce n'est pas beaucoup. Pour vous donner aussi une idée des inégalités énergétiques, les pertes du réseau électrique français sont égales à la consommation électrique du Sénégal. Donc la consommation électrique de certains sont les pertes des réseaux des autres. Voilà, pour vous donner une idée des écarts énergétiques qu'il peut y avoir dans le monde. Donc le nobthénium, on aimerait avoir ça. On comprend que les humains veuillent récupérer ça. En même temps, il suffirait d'un échantillon. Il n'y a pas besoin d'envoyer tout ça puis écraser glorieusement les écosystèmes de Pandora. Il suffit d'en récupérer un morceau puis c'est de faire la même chose sur Terre. Après tout, cet nobthénium, il est constitué des 92 éléments d'une façon ou d'une autre. Des 92, on a un sous-ensemble des 92 éléments du tableau périodique. C'est de le récupérer puis de faire la même chose sur Terre. On devrait pouvoir y arriver. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. Enfin, il faudrait envoyer et ramener des échantillons de Pandora, ce qui n'est pas si simple éventuellement. Alors, est-ce qu'on pourrait se rendre invisible ? Voilà une autre question qui excite beaucoup la science-fiction. Oui, on pourrait avec des métamatériaux. La structure qui est à gauche, ce sont des métamatériaux, c'est-à-dire des matériaux qui n'existent pas d'abord à l'état naturel, qui sont synthétiques et qui ensuite ont des propriétés particulières, notamment celle d'optique, d'avoir un indice optique négatif. Un indice optique négatif. Ce qui est d'habitude, l'indice optique est positif, c'est le quotient entre la vitesse de la lumière dans le milieu et la vitesse de la lumière dans le vide, et il est a priori positif, mais là il peut être rendu négatif. C'est des idées qui ont été imaginées par un scientifique russe, Veselago, dans les années 56-60, et puis qui ont été mises en place, réalisées en pratique par Pendry, un Anglais, un Britannique, qui a commencé à réaliser ça, et on voit à droite, la figure qui est montrée à droite, si on regarde l'image d'en haut, de gauche vient une onde plane lumineuse, et puis il y a un obstacle, et puis derrière, il y a une zone où on ne voit pas les traits rouges et bleus, c'est l'ombre. C'est l'endroit où il ne se passe rien. L'objet qui est devant, il arrête la lumière, quoi. Ça fait une ombre. Alors là, c'est dans des rayonnements qui ne sont pas la lumière visible, qui sont les micro-ondes. Mais si on met le dispositif en marche, si on prend le système qui est à gauche et qu'on le met dans le faisceau de micro-ondes, eh bien, qu'est-ce qui se passe derrière ? Il n'y a pas d'ombre. Enfin, plutôt, la perturbation n'est pas aussi importante qu'avec une ombre. Et donc, si on est derrière, on peut faire... Tout se passe comme si on pouvait, entre guillemets, voir à travers, comme si la propagation du faisceau lumineux en micro-ondes était déviée par la présence de l'objet. Il y a une zone centrale, et par contre, regardez, il y a une zone centrale, le petit disque central, la lumière, elle n'y passe pas. Il y a cette zone-là, elle n'est pas, la lumière est déviée autour de cette zone-là, et de l'autre côté, eh bien, tout se passe comme si la lumière était allée tout droit. Donc il y a un endroit qui est littéralement invisible, au sens que sa présence n'a finalement que peu
peu perturbé, pas tout à fait pas perturbé, mais il n'a que peu perturbé. Donc la possibilité de se rendre invisible, ou en tout cas discret, pour dire le moins très discret, avec les métamatériaux, là, ça serait dans les micro-ondes, ça serait omnidirectionnel, c'est ça qui est intéressant, c'est dans toutes les directions, ça marche, mais simplement pour une longueur d'onde, c'est assez monochromatique. Et là, il se trouve plutôt dans les micro-ondes, il y a eu des tentatives qui ont approché les longueurs d'onde de l'infrarouge proche. Vers 630 ou 640 nanomètres. Et donc, on a quelque chose qui ressemble à... On peut rendre invisible une zone de l'espace si on l'entoure d'un dispositif approprié. On peut la rendre invisible en éclairant, en voyant la lumière qui vient de derrière. Tout se passe comme si cette zone-là n'existait pas. Donc là, voilà encore des matériaux curieux, réels, mais qui miment un peu des choses que la science-fiction met en scène, l'invisibilité qui est très connue et qu'on voit très souvent. Et puis, dernier élément, est-ce qu'on peut s'opposer à la gravité? Alors c'est pas mal, ça c'est dans Arrival, dans Premier Contact. On a des extraterrestres qui arrivent et qui posent leur vaisseau en suspension au-dessus du sol, mais c'est pas un vaisseau au-dessus d'aimants et c'est pas un vaisseau supraconducteur. Hein. Si vous croisez des gars qui sont capables de faire ça, mon conseil, c'est d'être gentil avec eux. Voilà. Enfin, de ne pas les énerver. De vous démerder pour ne pas les énerver. C'est pas facile. Quand c'est des extraterrestres, on ne sait pas ce qui les énerve, mais bon, je recommande parce qu'ils pourraient vous satelliser très facilement. Et là, vous avez des problèmes. Donc ça vient d'une idée très lointaine. C'est un physicien qui s'appelle Arthur Schuster dans un numéro de Nature d'avril 1898 qui pour distraire finalement les lecteurs, a imaginé qu'il pourrait y avoir une matière qu'il appelait antimatter à l'époque, antimatière, et puis l'antimatière c'est devenu autre chose, mais c'est pas l'antimatière qu'il donne, c'est l'origine du mot antimatière, la première fois qu'il est écrit c'est dans ce texte-là, mais il n'est pas, ce mot-là n'a pas été utilisé pour désigner la matière dont lui parlait, qui serait une matière de masse négative, dit brutalement. Une matière qui antigraviterait, qui pourrait tenir au-dessus, comme on peut l'imaginer dans Arrival, tenir au-dessus du sol. Alors en fait, est-ce qu'on peut envisager des matières de masse négative? Il y a d'abord se demander qu'est-ce que c'est la masse. Hein. La masse, c'est d'abord la masse inertielle, c'est le quotient entre la force et l'accélération. C'est la masse gravitationnelle active. Hein, c'est la source du champ de gravitation, c'est la masse gravitationnelle passive, c'est la façon dont vous ressentez un champ de gravitation. C'est aussi la masse au repos, c'est votre énergie au repos. Einstein nous dirait E égale mc2, votre énergie au repos, c'est votre masse. C'est votre masse multipliée par c au carré, mais votre énergie au repos, c'est votre masse. Alors en fait, le principe de l'action et la réaction nous dit que les masses gravitationnelles passives et actives sont égales. Le principe d'équivalence, qui est le fondement de la relativité générale d'Einstein, nous dit que la masse inertielle et la masse gravitationnelle sont égales. Et puis la relativité restreinte nous dit que la masse au repos et la masse inertielle, c'est la même chose. Et donc on n'a qu'une seule masse finalement, et que Newton définissait très simplement comme la quantité de matière, mais il y a des choses à dire quand on regarde maintenant tous ces développements de la physique moderne. En tout cas au final, une masse négative pourrait exister, après tout, on pourrait dire après tout pourquoi pas, on va mettre un signe moins à la masse, on n'en a jamais vu de masse négative. On n'a qu'à mettre un signe moins à la masse, qui est toutes ces masses, qui sont toutes ces masses-là, la masse gravitationnelle, la masse inertielle, la masse au repos. Eh bien, une masse négative, elle réagirait de façon contraire à l'action d'une force. Hein. Si vous la poussez, elle vient vers vous. Si vous la tirez, elle s'éloigne de vous. Donc, ça commence à être un petit peu bizarre. Hein. Donc, quand on la pousse, elle vient, et quand on la tire, elle s'en va. Donc, quand vous la faites venir vers vous, il faut la pousser. Mais par contre, si vous la tenez dans la main, par exemple, ce micro, s'il était en masse négative, et que je le laisse tomber, il tomberait naturellement. Ah ben oui, parce que il y a la gravité dans ce sens-là, il y a une masse positive, une masse négative, la force, elle est dirigée selon la flèche bleue, vers le sol, et comme pour la masse négative, l'accélération est dans le sens opposé de la force, elles tombent toutes les deux. Donc on ne pourrait pas distinguer une masse négative d'une masse positive par leur chute dans la gravité de la Terre, elles tomberaient de la même façon. Mais qu'est-ce qui se passerait si on avait des masses négatives ? Ce sera ma conclusion avant, là, pour bientôt fini. Hein. Une masse positive attire une masse négative, ça on l'a vu, hein, c'est la Terre qui a une masse positive attire, laisse tomber vers elle une masse négative, ça on l'a déjà vu. Mais maintenant une masse négative, qu'est-ce qu'elle fait? Elle repousse une masse positive. Évidemment, si je reconsidère maintenant la masse négative comme le centre, disons, et la masse positive, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une accélération qui est dans le sens opposé, le truc inhabituel, dû à la gravité, et puis donc la force, elle est dans le sens de l'accélération, donc elle s'éloigne. Alors là, c'est un truc assez curieux, c'est-à-dire que des masses de signes opposés vont se poursuivre l'une l'autre. Oui, normalement, puisque la masse positive va vouloir fuir la masse négative, mais la masse négative veut se rapprocher
est attiré par la masse positive. Donc l'une veut fuir et l'autre se rapproche. Et donc si on prend un vaisseau qui a une masse totale nulle, la moitié avant de masse positive, la moitié arrière de masse négative, le truc part tout seul. Il est accéléré tout seul. On pourrait imaginer un vaisseau qui se déplace tout seul. Il a une masse totale nulle, la moitié d'une masse positive et la moitié de la masse négative exactement égale en valeur absolue. Eh bien, il pourrait se déplacer sans force extérieure. C'est assez curieux, mais la conservation de la quantité de mouvement et d'énergie est assurée, puisque c'est zéro. C'était zéro au départ, c'est zéro à la fin, il n'y a aucun problème, puisqu'il y a une masse positive et une masse négative. Donc on voit qu'on obtient des paradoxes un peu compliqués à gérer en physique. On pourrait se déplacer sans source d'énergie extérieure. Vous avez une masse positive à droite, une masse négative à gauche, vous essayez de les rapprocher, et ça vous fait vous déplacer. C'est un peu curieux, mais c'est cohérent avec la physique telle qu'on la connaît, au défaut de les masses négatives, on en a pour l'instant jamais vu. Alors ça nous permet, et c'est ça qui est intéressant, finalement, faire ce tri, tout le petit tri que nous avons fait sur un critère de masse ou de matière, enfin d'énergie, excusez-moi, ou de matière, nous permet de donner finalement une opinion sur l'état des sciences et des techniques. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où on fait ce tri, au moment où on fait ce tri, par exemple maintenant, mais la même chose dans 10 ou 20 ans, ou la même chose il y a 10 ou 20 ans, donne une idée sur l'état des sciences et des techniques, parce que ça permet de réfléchir aux frontières de l'impossible. Qu'est-ce qui, pour moi, scientifique actuel, me permet de dire que ceci est possible ou impossible? C'est à partir des connaissances que j'ai maintenant. Et donc, passer par cette science-fiction, c'est finalement une façon de se confronter, comme scientifique, à nos propres limites. Qu'est-ce que l'on considère comme possible ou impossible? Il y aurait d'autres façons, bien sûr, mais de faire ce chemin-là, que moi j'aime bien faire, c'est d'essayer de se demander où sont les limites du possible en se disant, bon, ça d'accord, ça c'est impossible. Mais ça, non, ça va marcher. Et comment est-ce qu'on peut finalement classifier cet écart au possible? Eh bien, on peut le faire en particulier grâce à la science-fiction. On pourrait considérer qu'il y a des inventions qui sont compatibles avec notre physique, mais difficiles à réaliser. Par exemple, l'ascenseur spatial, parce qu'on sait faire le matériau, mais pas en grande longueur. Par exemple, le voyage interstellaire, parce qu'on sait concevoir le vaisseau, mais il nous manque 130 000 années d'énergie humaine pour le faire. Ou l'invisibilité authentique, mais ça ressemble un peu, mais c'est pas encore parfait. C'est compatible avec notre physique, mais c'est un peu au-delà de ce que nous savons faire, et c'est pour l'instant très difficile à réaliser. Il y a des inventions qui sont spéculatives, qui sont un peu au-delà de nos connaissances. On est là un peu fasciné, ça rentre un peu dans le cadre, parfois ça peut rentrer dans le cadre, mais c'est un peu au-delà de nos connaissances. Par exemple, l'antigravité, le warp drive, l'idée qu'on pourrait déformer l'espace-temps pour se déplacer, l'intelligence artificielle forte, donc on fait beaucoup de hype autour de ça en ce moment, et il y a des arguments pour dire que c'est quand même pas mal du bullshit, ou la téléportation. La téléportation, ça pose des questions éthiques, incidemment. Quand on téléporte quelqu'un, un humain, dans Star Trek, il se retrouve ailleurs, on l'a assassiné, il est mort, il n'est plus là à l'endroit, donc il a été assassiné, d'accord? Donc ça pose des questions éthiques. La téléportation est un assassinat permanent, au-delà de la question de technique pure. Et puis il y a des inventions là qui pour le coup deviennent carrément impossibles. Pourquoi impossibles? Bon, parce qu'elles violent une loi de la physique. Si on veut aller plus vite que la lumière, si on veut voyager dans le temps, dans le passé en particulier, dans le futur on peut discuter, mais dans le passé, les machines à mouvement perpétuel, voilà, il y a des trucs, ça viole des lois de la physique. Donc là c'est non. Et donc vous voyez, cette graduation des impossibles, elle est intéressante parce qu'elle peut venir aussi un peu contrebalancer ce que dit Robert Goddard, un des pères fondateurs de l'astronautique. Il a souvent été prouvé que les rêves d'hier sont l'espoir d'aujourd'hui et la réalité de demain. C'est pas faux. Mais en même temps, des fois, est-ce que tous les rêves valent la peine d'être réalisés? Est-ce que, par exemple, le rêve des humains d'aller sur Mars, enfin de certains humains d'aller sur Mars, mérite d'être réalisé? Par exemple, ça c'est une question qu'on peut se poser. Et à mon avis, la réponse est non. Et d'envoyer des humains sur Mars. Et puis ensuite, il y a la question de comment aussi on peut pousser un peu les limites, aller chercher dans les limites. Et là, j'invoquerai encore Arthur Clarke pour conclure, et pour pas désespérer notre modératrice générale, en ayant débordé un peu de mon temps. J'utiliserai encore Arthur Clarke et il a fondé un certain nombre de lois dites loi de Clarke, la deuxième loi de Clarke qui dit que la seule façon de découvrir les limites du possible, c'est d'aller un peu au-delà dans l'impossible. Et le mot important, c'est un peu au-delà, pas trop au-delà, dans l'impossible, dans des situations que les mathématiciens appelleraient indécidables, où on ne sait pas trop si on va savoir le faire ou si on ne va pas savoir le faire, mais que c'est particulièrement dans cette situation d'indécidabilité technique, c'est dur, d'indécidabilité technique qu'on va peut-être pouvoir trouver des nouvelles idées, des nouvelles possibilités de réalisation pratique. Merci de votre attention. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions?
Bonjour monsieur, voilà, je suis un ancien enseignant. J'ai beaucoup utilisé la science-fiction que vous avez développée auprès de mes élèves et je vous rends compte de ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça les passionne. Ça les passionne et puis surtout ça les oblige à un peu réfléchir sur les puissances de 10. Hein. C'est vrai que dans un lycée, les puissances de 10 c'est compliqué maintenant. Ça compte, c'est important en science, il faut maîtriser les puissances de 10. Oui, voilà. Donc, et c'est vrai que cette approche par la science-fiction de la science, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Merci. En tout cas, l'intérêt... Il y a plein de façons de discuter de science et il y a dans cette salle, je vois un certain nombre de personnes qui savent parler de leur science, que ce soit de la biologie, des mathématiques, de la physique, de la géologie, etc., avec leur marque de fabrique, disons, leur façon de discuter du problème. L'intérêt que je vois à la science-fiction, c'est pas pour dire que c'est la meilleure voie, bien entendu, simplement pas forcément du tout la meilleure voie, mais c'est que ça permet de faire ce pas de côté, d'être dans un autre monde, et donc peut-être de s'autoriser à penser des choses qu'on ne s'autoriserait pas à penser si on restait dans notre monde. Et donc, faisant ce pas de côté, du coup, les réponses qu'on peut apporter, quand on se pose une question, comment peut fonctionner un sabre laser, ou je ne sais pas moi, quelle est la taille de Pandora, ou toutes ces enquêtes qu'on peut faire, comment dans un autre monde on peut s'autoriser des réponses, disons, déviantes au sens des règles habituelles, réponses déviantes qui peuvent libérer la possibilité de proposer des choses sans se sentir bridé. Et après, bien sûr, retour au réel, le seul monde que nous connaissons, le seul monde qui compte, c'est ici et maintenant, c'est notre monde, c'est le réel d'ici et maintenant. Et bien après, on revient et non pas qu'on bride, mais on discute des propositions qui ont été faites, éventuellement un peu folles, un peu énormes, mais on en discute et ça permet de montrer en action finalement comment comment on procède en science. En science, on a le droit de raconter n'importe quoi. Enfin, il faut réfléchir un petit peu. On ne va pas raconter des choses qui ont déjà été montrées fausses. Si elles ont déjà été montrées fausses, on ne les redit pas. C'était faux il y a 2 siècles, camarades, donc on ne dit rien. Mais on a le droit de dire n'importe quoi, mais derrière, on doit mettre en place une procédure pour vérifier si les conséquences de ce n'importe quoi, de cette hypothèse éventuellement folle, se retrouvent dans le réel. Et c'est pas juste n'importe quoi pour n'importe quoi, c'est n'importe quoi avec un protocole qui permet de tester les idées qui ont été données et de vérifier si elles sont pertinentes. Et si elles ne le sont pas, sympa, c'est une idée rigolote, on s'en passe. Et si elles sont pertinentes, on la garde, on va la retester jusqu'à ce qu'elle casse. Et on essaie de casser les choses en science. Hein. Les trucs qui ne sont pas cassés, l'ensemble des choses qui n'ont jamais été cassées, on les garde, et ça s'appelle un cours de physique en licence, en master, ou au lycée, ou au collège. Voilà, c'est l'ensemble des choses qu'on utilise en science, en pratique. C'est les choses qu'on n'a jamais réussi à casser, en dépit de tous les tests expérimentaux et observationnels qu'on a pu mener sur elles. Donc voilà, c'est comprendre ça, et donc faire ce pas dans la science-fiction, ça permet éventuellement de libérer un peu son esprit des contraintes du réel. Le réel, c'est contraignant, le réel contraint. C'est d'ailleurs ça, ce que disait Richard Dawkins, hein, le réel, c'est ce qui contraint. Un biologiste américain, le réel, c'est ce qui contraint. Donc, si vous pensez que par la force de votre pensée, vous pouvez flotter en l'air, eh ben, on vous regarde attentivement sauter du 3e étage de la Tour Eiffel. Puis on va vérifier. Voilà, donc c'est ça l'expérience en sciences naturelles, c'est là où elle devient intéressante. Et l'expérience de pensée peut être aussi intéressante. Et la science-fiction, on peut considérer ça comme une manière d'expérience de pensée aussi. Il me semble qu'il y a quand même un problème un peu éthique à regarder trop la science-fiction, en particulier pour expliquer des phénomènes scientifiques aux jeunes. Moi, je dirais personnellement, j'ai lu une quantité de livres de science-fiction entre 12 et 20 ans, et j'ai totalement arrêté la science-fiction le jour où j'ai commencé à faire de la physique. Parce que c'était beaucoup plus intéressant, bien sûr. Alors, bien sûr, c'est intéressant. La physique est intéressante aussi. Mais l'autre aspect, quand je parle d'éthique, c'est que je suis, personnellement, je donne des conférences grand public et autres, je suis complètement ahuri de voir que pratiquement toute la jeune génération vous dit « Bon, il n'y a pas de problème, dans 20 ans, on est sur Mars, on terraforme Mars, et il n'y aura pas de problème, on peut laisser tomber la Terre. » Bien sûr. Et l'autre aspect qui est quand même ahurissant, c'est d'expliquer à un jeune « Ah tiens, vous pouvez terraformer Mars, mais vous n'êtes pas foutu de réduire de quelques pourcents le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère terrestre. » Donc, quelque part, il y a vraiment un problème éthique
Et c'est pas très surprenant que les libertariens aient totalement envahi le sujet avec Musk et autres, parce que c'est en fait la science-fiction des années 50 à 80 ne parle que de ça. Bien sûr. Alors votre remarque est extrêmement intéressante, mais moi je dirais très exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est extrêmement important précisément de comprendre la science-fiction pour deux raisons. La première, c'est que ça permet de mesurer cet écart au réel et de le dire, et de montrer à quel point cet écart est gigantesque, et de dire que ces rêves de terraformation sont sans doute impossibles à faire en pratique, même si on peut les penser par la physique. Ils ne sont pas incompatibles avec la physique, mais on peut, pour les mettre en pratique, ça nécessite des quantités de matière et d'énergie qui sont folles, et qu'il y a beaucoup d'œuvres, beaucoup de choses de science-fiction qui sont impossibles, non pas par la pensée, qui sont impossibles parce que certaines violent des lois de la physique. Bon, là, l'affaire est d'une certaine façon pliée, mais ça n'empêche pas certains de penser que la Terre est plate ou que les moteurs à eau, ça existe. Hein. Donc, c'est pas parce que ça a l'air impossible par la physique que l'Académie des sciences reçoit encore de temps en temps l'équivalent du moteur à eau de la machine perpétuelle. Hein. Donc, même si ils ont décidé de ne plus, depuis le XVIIIe siècle, de ne plus, du XIXe siècle, de plus traiter ces questions-là. De plus y répondre. Mais c'est pour dire que cet écart au réel, on peut le mesurer grâce à la science-fiction, et donc faire œuvre pédagogique vis-à-vis de la science-fiction, et pas pour dire que c'est de la merde, pour dire que ça nous permet de faire ce pas de côté. Deuxièmement, toutes ces personnes que vous citez, tous ces libertariens qui ont une culture de science-fiction, eux aussi très développée, eh bien, ils ont un imaginaire qui est fondé sur ça. Et si on veut les comprendre, il ne s'agit pas juste de dire c'est des abrutis. C'est-à-dire, on peut le dire, ça c'est pas faux comme phrase, mais il faut comprendre pourquoi, comment on argumente cette position-là et comment est-ce qu'ils utilisent tout un imaginaire, et qui n'est pas qu'un imaginaire de science-fiction, l'imaginaire capitaliste, consumériste, extractiviste, eh bien il est aussi très présent et il est beaucoup plus nuisible d'une certaine façon, et eux ils font l'alliance de cet imaginaire glorieux dans l'espace, de plan B, de planète B, qui est effectivement un des poncifs de la science-fiction, l'idée qu'il puisse exister une planète B, l'idée qu'on va résoudre les problèmes de la Terre en allant dans l'espace et en exploitant les astéroïdes ou les mines sur Mars ou sur Pandora. Eh bien, ils font l'alliance de deux imaginaires qui sont très forts, un très prégnant depuis un certain nombre d'années qui est l'imaginaire capitaliste, et l'autre qui est l'imaginaire de la science-fiction que eux allient, et ce sont les premiers à faire ça, un imaginaire glorieux et techniquement glorieux pour faire passer leurs idées très présentes ici et maintenant sur Terre, très concrètes. Et donc au contraire, je pense que c'est extrêmement important de bien comprendre quels sont les ressorts mentaux sur lesquels ils se fondent pour faire la promotion de leurs choses et de réaliser qu'ils n'inventent rien, il ne faut que repomper des choses qui sont dans un imaginaire déjà existant, qui est daté d'une époque, appelons ça l'âge d'or de la science-fiction, des années 50, 60, où il y avait la technique résout tous les problèmes, en gros. Hein. Enfin, il y avait ça, bien sûr, dans les années 50 ou 60, la technique résout tous les problèmes. Et donc, on peut se mettre, grâce à la science-fiction, dans une position d'interroger le rapport des humains aux techniques, parce que la science-fiction est la seule littérature où la technique est au cœur de l'intrigue. Il n'y en a aucune autre. Les autres littératures, la technique, c'est le décor. Les séries policières modernes, ils ont des téléphones portables. Quand j'étais petit, ils avaient des téléphones à cadran. La technique était un détail. Non, dans Star Trek, les téléphones portables, ça leur permet de discuter. Ils ont des téléphones portables, littéralement, enfin l'équivalent de téléphone portable. Ça leur permet de faire des choses qui plaçaient des humains dans une situation qui ne se produirait pas sans l'objet technique. Et donc, qui interroge et qui problématise. Donc, je dirais très au contraire que la science-fiction, à mon sens, est cardinale, est un élément cardinal si on veut comprendre le raisonnement qui sont dans ces cerveaux, le fonctionnement de ces cerveaux. Et donc il faut la comprendre ces imaginaires, comprendre ce qu'elle peut apporter dans notre questionnement sur le rapport aux techniques. Il y a bien d'autres choses à faire. On peut lire la philosophie des techniques, on peut lire Simondon, on peut lire Ellul, on peut lire Illich, etc. Enfin, on peut lire toutes ces questions qui ont été posées sur nos rapports avec les techniques. La science-fiction est un moyen de le faire, et qui est un moyen qui est intéressant pour moi, parce c'est de la culture populaire, beaucoup de gens l'ont vu, et donc on peut en partir comme point de départ, alors que si je veux commencer à lire La convivialité d'Illich avec des collégiens, ça va être plus compliqué. Voilà, c'est ça mon point. Mais donc ça veut dire qu'on peut décider qu'on ne veut pas faire ça et que c'est d'une certaine façon, il y a des aspects nocifs, mais enfin il y a plein d'aspects nocifs à plein de choses. La bagnole rend des services, mais elle produit du CO2, et il ne vous a pas échappé que ça posait un problème aussi. Donc voilà. Il y a ces deux aspects-là, il faut jouer avec, être conscient de ça, bien sûr, il ne faut pas être un optimisme béat vis-à-vis des techniques, et prendre la science-fiction pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire une sorte de futurologie, de prospective, de vision du futur,
la science-fiction, c'est plutôt une littérature de divertissement, voilà, d'abord, ou de cinéma de divertissement. Et ensuite, on peut éventuellement s'en servir, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, pour ses vertus pédagogiques, à la fois scientifiques, mais aussi de raisonnement, de questionnement des interactions entre les humains et leurs techniques. Et donc c'est là où je pense qu'elle est intéressante. Bonjour. Bonjour. Une question qui m'est venue avec votre exposé. Donc, où est-ce que vous situeriez le Big Bang et l'expansion de l'univers dans ce contexte-là? Est-ce que c'est plutôt aujourd'hui quelque chose qui est acquis scientifiquement? Est-ce que on émet encore des hypothèses là-dessus? Est-ce que c'est lié au mouvement perpétuel? Ah non, pas du tout. L'expansion de l'univers, c'est une observation qui date des années 1929. Et puis ensuite, qui a été confirmé de multiples fois, le fait que deux galaxies seulement lointaines s'éloignent les unes des autres, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, à un rythme qu'on est capable de mesurer, même s'il y a un peu des discussions sur la valeur de ce rythme d'éloignement. Cette expansion est même accélérée. Mais ensuite, une fois qu'on a compris que l'univers est en expansion, c'est-à-dire qu'il se dilue, il se dilate, les distances entre deux points quelconques de l'univers augmentent, la distance augmente au fil du temps. Et bien une fois qu'on a ça et qu'on fait le film en rebours, on joue le film à l'envers, et bien ça veut dire que dans le passé l'univers était plus dense, plus chaud qu'il n'est actuellement, et ça qui mène à ce qu'on appelle les modèles à Big Bang. Le Big Bang, comme événement, c'est un événement qui est en dehors du champ de la physique, parce qu'il ressort d'une période de l'évolution de l'univers auquel on n'a pas accès par l'observation, et auquel on n'a pas accès non plus par le calcul. On est capable de remonter dans le temps en astrophysique en observant des objets de plus en plus lointains. On est capable de remonter dans le temps en astrophysique par le calcul, et ce calcul aboutissant à des conséquences que l'on observe, par exemple le fond diffus cosmologique, qui est observé, qui est une conséquence des modèles à Big Bang. Et puis ensuite, on peut remonter au-delà du fond diffus. L'univers était opaque à la lumière. Au-delà du fond diffus, on peut remonter là, franchement, par le calcul, dans des épisodes qu'on appelle nucléosynthèse primordiale, qui ont des conséquences qu'on observe dans la partie actuelle de l'univers, dans l'univers, disons, observable actuellement. Et donc, ça renforce notre remontée dans le temps par le calcul. On peut continuer cette remontée dans le temps par le calcul, mais à un moment donné, nos théories physiques, on sait qu'elles sont inadaptées, inadéquates, et donc cette remontée dans le temps doit s'arrêter, et elle s'arrête avant cet événement hypothétique qui s'appelle Big Bang, dont on ne sait rien et pour lequel on ne peut même pas décrire la situation, faute de disposer des théories, donc des calculs, des moyens de calcul pour remonter à là. Donc il y a deux aspects dans votre question. L'aspect expansion de l'univers, ça c'est un fait acquis. Il y a tout un tas de discussions de détails, mais qui ont leur importance cruciale dans la physique, dans l'astrophysique et la cosmologie actuelle. Et puis il y a le Big Bang, qui est un événement singulier, qui est un événement qui est en dehors du champ de la physique, parce qu'il est en dehors des moyens tant d'observation que de remonter dans le temps par le calcul, nos théories s'effondrant à des moments si anciens qu'il nous faudrait une théorie quantique de la gravitation, pour dire les choses simplement. Voilà, donc c'est deux aspects différents. Donc pour l'instant, le Big Bang, c'est on ne sait pas, et avant, on a des idées, disons, raisonnablement précises. Donc en suivant votre réflexion par rapport à l'énergie, aujourd'hui on ne pourrait pas calculer, même par le calcul, l'énergie qui a été nécessaire pour que le Big Bang crée cette surtout explosion. qu'en relativité générale, l'énergie n'est pas une quantité conservée, donc c'est ça qui est un peu la subtilité de la relativité générale. Mais voilà, c'est un détail qui n'est pas un détail, mais enfin qui est important aussi. Donc la question de l'énergie de l'univers ou de l'énergie du Big Bang, c'est une question qui est un peu qui n'est pas traitable d'une certaine façon. Merci à vous. Lourde tâche à Gauthier de faire la synthèse de la présentation. Oui, Gauthier, là, tu as mal choisi ton candidat. Merci de ton effort. Non, au contraire, c'est toujours un plaisir de t'accueillir à Time World et a fortiori de faire ta synthèse, car comme j'aurai l'occasion de le rappeler, tu es peut-être l'un de nos intervenants les plus aguerris et tu as déjà présenté de nombreuses fois à Time World et tu nous offres cette fois-ci cette conférence qui s'intitule « Où sont les limites du possible ?» Alors on aurait pu s'attendre à « Quelles sont les limites du possible ?» mais tu as choisi ce « où » et pour filer la métaphore géographique, le lieu idéal de cette rencontre entre le possible et l'impossible, eh bien, c'est la science-fiction qui façonne nos imaginaires scientifiques, mais je pense qu'on peut le souligner dès maintenant, qui a aussi une véritable vertu heuristique qui conduit la recherche et qui donne un horizon à cette recherche. Et je pense aussi qu'on pourrait dire dès maintenant que
parfois, ces idées qui peuvent paraître un peu folles se concrétisent vraiment, et j'ai vérifié. On a marché sur la Lune de l'album de Tintin, c'est 1954, et à peine 15 ans plus tard, on marchait sur la Lune. Donc c'est dire que la science-fiction rencontre le réel aussi directement dans certains cas. Et donc cette transition, disons, cette gradation plutôt de l'envisageable vers l'impossible, c'était le fil conducteur de ta présentation, avec deux concepts qui nous ont accompagnés tout du long, l'énergie et la matière. Et donc, avec cette première grande série d'exemples où tu nous as montré que l'énergie pouvait modifier l'état de la matière, la transformer, la soulever dans le premier exemple, la faire fondre dans le cas de Star Wars, nous permettre aussi de parcourir l'espace avec la réalisation d'un vaisseau stellaire. Et à ce propos, je vous renvoie sur la chaîne YouTube Ideas in Science à ta conférence en 2022 où tu nous as expliqué justement en détail comment faire ou ne pas faire un vaisseau stellaire pour aller loin, même parce que l'étoile la plus proche, Alpha du Centaure, est déjà quand même assez loin. Et puis donc l'exemple peut-être le plus extrême de cette transformation de la matière, c'est la destruction d'une planète, comme on le voit dans Star Wars. Et je trouve ce qui était intéressant ici, c'est de souligner l'importance des ordres de grandeur qui a été également mentionné dans le public, à la fois parce que c'est une façon de cerner la physique, d'avoir une vision fine de la physique, tout en ayant évidemment un cadre plaisant, la science-fiction, qui plaît notamment aux étudiants. Et ça permet notamment de constater que finalement, du point de vue énergétique, le sabre laser n'est pas si inaccessible, même si ça pose certainement d'autres problèmes techniques. Et puis, alors, je trouve que dans la deuxième série d'exemples que tu as donnés, qui concerne davantage la matière, c'est là qu'on envisage le mieux cette vertu heuristique de la science-fiction, parce qu'on voit bien que même si ces idées que tu as citées peuvent paraître envisageables, voire impossibles, elles sont quand même liées à des recherches très contemporaines, très concrètes, que ce soit dans le cas de la lévitation pour les recherches d'un matériau supraconducteur à température ambiante, ou dans le cas de l'invisibilité d'un matériau particulier qui nous permettrait donc de devenir invisible. Donc finalement, ces Graal, comme tu les as appelés, ne sont pas si éloignés de la recherche, et même, alors sans aller jusqu'à parler de masse négative, mais si je ne me trompe pas, il y a quand même des expériences au CERN qui essayent de tester l'antimatière pour savoir si l'antimatière se comporte comme la matière ou non dans un champ de gravitation, et ça c'est aussi des recherches importantes et qui sont menées actuellement. Voilà, donc en conclusion, tu as montré que la science-fiction nous permet une forme de rétrospection sur la science elle-même, en nous permettant de quantifier, je pense que c'est important pour filer l'idée des ordres de grandeur, cet écart, ça c'est un mot important, entre le possible et l'envisageable et la science que l'on a, sans se brider, en proposant des idées plus ou moins absurdes, plus ou moins loin de ce qu'on pourrait réaliser. Et donc tu as catégorisé ces différentes idées en trois grandes sections, de l'envisageable à l'impossible en passant par le spéculatif. Pour l'impossible, je vous renvoie également à ta conférence en 2019, c'était le premier Time World sur le thème du temps justement, avec ta conférence sur les voyages dans le temps, donc qui est disponible aussi sur la chaîne Ideas in Science. Et pour terminer, donc un dernier message, je pense que c'est peut-être la chose qu'on peut emporter aujourd'hui de ta conférence, c'est soyez gentils avec les extraterrestres, surtout si vous vous apercevez qu'ils sont technologiquement très avancés. Voilà, merci beaucoup.